L'ère du deuxième millénaire avait rejassé. Pendant une grande partie du deuxième millénaire avait l'air corsé, tel fut le destin qui façonna le peuple d'Assur. Il parvenait parfois à s'élever en puissance, pour être ensuite englouti par des forces plus grandes et plus fortes. Ils furent absorbés dans les vastes royaumes de Babylone, du Mitanni et des Hittites, passant souvent environ 100 ans sous domination étrangère avant de finir par renverser ces suzerains et de recouvrer à nouveau leur indépendance. Pourtant, à travers ces cycles de domination et de rébellion, la culture assyrienne prospéra. De cette époque subsiste une œuvre légendaire de la littérature connue, aujourd'hui sous le nom d'épopée de Tukulti-Ninurta. Cette composition célèbre les campagnes méridionales des armées assyriennes et expose les idéaux de la royauté, décrivant la manière dont un parfait souverain assyrien devait se conduire. Elle dresse également un portrait vivant de la nature farouche et belliqueuse du peuple assyrien. Les guerriers se lançaient dans la bataille avec une fureur déchaînée. Entrant au combat, sans armure protectrice, ils arrachaient leurs cuirasses, rejetaient leurs vêtements, liaient fermement leurs cheveux et faisaient briller leurs armes étincelantes. Ces hommes audacieux et héroïques se mouvaient tels des danseurs, brandissant leurs lames affûtées. Ils s'affrontaient comme des lions rivaux engagés dans un combat, leurs yeux flamboyants, de feu. La poussière et les particules tourbillonnaient sur le champ de bataille tandis qu'ils combattaient. La mort elle-même, tel un être assoiffé en un jour aride, s'apaisait en présence de tels guerriers. Mais à l'approche de la fin du deuxième millénaire, AVNOG-C, entre environ 1200 et 1150, AVMJ-C, les Assyriens, allaient bientôt être confrontés à un défi d'une ampleur stupéfiante. La transformation de l'armée. En 745 AVDJC, un souverain nommé Téglat-Phalazar monta sur le trône. Il adopta délibérément son titre royal d'un ancien monarque qui, plus de 3 siècles auparavant, avait élevé la Syrie à une puissance immense. Un roi qui avait ouvert une route vers la Méditerranée et tué la bête marine connue sous le nom de Nahiru. Ce nouveau Téglat-Phalazar lança une vaste campagne pour remodeler les forces armées assyriennes, les transformant en ce qui fut peut-être le premier véritable système militaire moderne du monde. Au cœur de ces réformes, il réorganisa l'armée en un noyau professionnel composé d'une infanterie lourdement armée, d'unités de cavalerie rapides et de puissantes forces de chars. Les terres conquises aux frontières de l'Empire furent contraintes de fournir les fantassins, plus légers, considérés comme sacrifiables et subissant souvent les pertes les plus lourdes au combat. Les Assyriens innovèrent également en développant un corps d'ingénieurs militaires à grande échelle au sein de leurs rangs. Ces spécialistes pouvaient ériger des ponts, creuser des tunnels, construire des forteresses et concevoir d'immenses machines de siège, tout en gérant les routes d'approvisionnement vital qui soutenaient l'armée dans de longues campagnes. Cette intégration de guerriers et d'ingénieurs créa une structure étonnamment similaire au modèle qui donnerait, plus tard aux légions romaines, leurs forces légendaires, 7 siècles après. Les reliefs sculptés par des artistes assyriens montrent des images extraordinairement détaillées de ces armées traversant les puissants fleuves de la région, un obstacle qu'elles devaient affronter de nombreuses fois chaque année. Les scènes révèlent des soldats gonflant des peaux d'animaux, en particulier des peaux de moutons, pour les utiliser comme dispositif de flottaison. Les chars étaient démontés et réassemblés en bateaux de fortune. Des radeaux étaient construits pour transporter le matériel et les provisions, et les ingénieurs allaient jusqu'à percer les chaînes de montagnes dangereuses pour créer des passages praticables. Une inscription laissée par le roi assyrien ultérieur, Sargon II exprime une fierté particulière à propos de ces remarquables exploits d'ingénierie, soulignant combien ils étaient essentiels à la puissance militaire de la Syrie. Signes dans le ciel. La ville de Dur-Sharouken fut fondée. L'année nommée d'après Shamash-Upahir, gouverneur de Habrori, le pays de Kumuyi fut conquis et un gouverneur assyrien fut installé. L'année de Shah-Assur-Dubu, gouverneur de Tushan, le roi revint de Babylone. Le Phenium, vizir et les nobles détruisirent le butin de Durjakin, et le 22e jour de Teshrit, les dieux de Dur-Sharouken furent introduits dans leur temple. Ce système de nomination des années fonctionnait suffisamment bien pour les gens de cette époque. Cependant, pour les historiens modernes, déterminer la date exacte d'un événement particulier exige l'accès à une séquence complète et ininterrompue de ces noms. De plus, cette séquence doit inclure au moins une référence à un fait historique connu, ou
Mieux encore, à un phénomène astronomique pouvant être calculé avec précision, tel qu'une éclipse solaire. Heureusement pour nous, les Assyriens étaient fascinés par les éclipses. Ils les considéraient comme de puissants présages envoyés par les dieux et tenaient des registres minutieux chaque fois qu'une éclipse se produisait. Le règne d'Adad-Nirari marque les plus anciennes listes d'années de ce genre conservées. C'était un monarque très ambitieux qui lança rapidement des campagnes d'expansion, projetant la puissance assyrienne dans toutes les directions, vers les territoires de la Turquie moderne, de l'Iran et des terres côtières de la Méditerranée, en disant des sourcils s'appuyant sur la force de la puissante armée assyrienne. Le croissant de vie. Dans ce chapitre, nous revisitons un paysage déjà rencontré dans l'épisode 8 sur les Sumériens. Ce sont les étendues arides et brûlées par le soleil de la Mésopotamie. La Mésopotamie est une immense plaine inondable qui, depuis des millions d'années, est nourrie par deux puissants cours d'eau, le Tigre et l'Euphrate. S'écoulant vers le sud depuis les montagnes de Turquie, ces fleuves transportent d'énormes dépôts de limon fertile au long de leur parcours. Si nous nous élevions haut au-dessus du sol, les deux fleuves apparaîtraient comme des rubans verts lumineux serpentant à travers la terre stérile. Ensemble, le Tigre et l'Euphrate, formant un bras d'un vaste arc géographique connu sous le nom de croissant fertile. Cette région en forme de croissant se courbe comme une demi-lune, commençant dans les marécages du sud de l'Irak, suivant vers le nord les vallées limoneuses des fleuves, puis s'incurvant vers l'ouest, jusqu'à la côte méditerranéenne, verdoyante de la Syrie. De là, le croissant, fertile s'étend vers le sud à travers les terres accidentées du Liban, continue le long du littoral de l'actuel Israël et atteint finalement l'Égypte, enrichie par les eaux du Nil et son delta fertile, encadré par de périlleuses chaînes de montagnes au nord et à l'est, bordées par la mer. Méditerranée à l'ouest et fermée par les déserts ininterrompus d'Arabie au sud, ce corridor naturel devint le berceau de certaines des premières et des plus grandes civilisations de l'histoire humaine. Pour nous aujourd'hui, l'Empire assyrien apparaît comme une relique d'un passé inimaginablement lointain. Pourtant, il est important de se rappeler que, pour les Assyriens eux-mêmes, leur propre monde était déjà ancien. Les plus anciennes communautés connues de cette région, telles que celles découvertes à Göbekli-Tepe et à Çatalhöyük, remontent entre 12 000 et 9 000 ans. Ces sites fournissent quelques-unes des premières preuves claires d'êtres humains vivant ensemble dans de grandes sociétés organisées après l'âge glaciaire. Les Assyriens, cependant, non seulement vivaient au milieu de ces ruines du temps, mais possédaient également une conscience profonde de leur propre antiquité et de leur origine culturelle. Depuis que les Sumériens avaient inventé l'écriture vers 3200 JC, le savoir se transmettait par les textes, et son impact sur la mémoire et la culture humaine ne peut être surestimé. Le pic en pointe de lance. Le mont Cimméria s'élève comme un sommet imposant, jaillissant vers le ciel telle la lame, acérée d'une lance. Sa couronne atteint les cieux au-dessus, tandis que ses racines, dit-on, s'enfoncent profondément dans les enfers en dessous. Ses pentes sont inadaptées à l'ascension des chars, impossibles à fouler pour les chevaux et même périlleuses à traverser à pied pour l'infanterie. Pour ouvrir un passage, j'ordonnai à mon avant-garde de prendre de solides haches de cuivre. Ils taillèrent dans les falaises escarpées de la montagne comme s'ils coupaient du calcaire tendre, ouvrant ainsi et améliorant le chemin. À la tête de mes troupes, j'avançais, menant les chars, la cavalerie et les guerriers vers l'avant, comme s'ils planaient, tels des aigles intrépides au-dessus des hauteurs. Derrière eux, les soldats ordinaires et l'infanterie suivaient en ordre. Les bêtes de somme, chameaux et ânes chargés de provisions, bondissaient sur les pentes rocheuses comme les bouquetins sauvages des montagnes. Les vastes rangs de troupes dévouées aux dieux assurent gravir les arêtes abruptes en formation régulière jusqu'à ce que j'établisse enfin un campement au sommet de la montagne. En même temps, Téglat-Phalazar développa la production du fer à travers l'Empire. Ce progrès équivalait à une véritable révolution industrielle à petite échelle. Les cités assyriennes de l'époque devaient être remplies de fumée, tandis que les fours rugissaient de feux de charbon et que le son des soufflets et du martèlement du métal résonnait dans les rues. Les soldats d'Assyrie, jusqu'au milieu du 8e siècle avait s'agissé, la force militaire assyrienne ne différait pas. Beaucoup des autres armées de la région, sauf par sa taille, qui était énorme pour cette époque. Les chiffres en réalité étaient stupéfiants. Salmanasar III, fils d'Assur-Nassir-Pal, proclama un jour qu'il commandait une armée de 120 000 hommes.
à une époque où la population mondiale était estimée à seulement environ 50 millions. Si ces récits sont fiables, cela signifiait que près d'1% de la population mondiale entière, soit environ une personne sur 400, était enrôlée dans l'armée assyrienne en même temps. Pourtant, malgré ces chiffres impressionnants, l'armée elle-même était composée en grande partie de paysans non entraînés. Les seuls véritables guerriers professionnels étaient les gardes royaux, dont le devoir était de protéger le roi et les autres grands nobles. Même, alors ces combattants d'élite étaient généralement stationnés dans les centres urbains et les palais royaux, participant rarement à des batailles ouvertes. L'immense majorité des soldats d'Assyrie étaient des agriculteurs, arrachés à leurs champs chaque fois que les circonstances l'exigeaient, liées au rythme des saisons agricoles. Bien que l'Empire puisse convoquer un nombre immense d'hommes, cette masse était loin d'être efficace comme force de combat. Lorsque l'automne arrivait et que l'orge devenait dorée dans les champs, ces soldats paysans n'avaient d'autre choix que de rentrer chez eux pour récolter les cultures, sinon la famine menacerait la survie de l'Empire. Le processus de rassemblement d'une armée aussi colossal depuis la campagne était à la fois épuisant et lent. Des soulèvements pouvaient éclater à tout moment de l'année. Mais si une rébellion éclatait, dans un coin éloigné de l'Empire, la Syrie était contrainte d'attendre les mois d'été pour lancer une campagne. Il pouvait falloir plusieurs mois rien que pour rassembler les effectifs nécessaires, et encore 1 ou 2 mois pour que les soldats traversent le territoire afin d'affronter la menace approchait, obligeant les hommes à repartir de nouveau. Au moment où ils atteignaient leur destination, la saison des récoltes